Merci beaucoup. Donc, nous allons clôturer définitivement les séries de questions, donner la parole aux conférenciers pour répondre non seulement aux questions, aux contributions. À la défense de la culture, conseiller technique au ministère de la Culture, mais également proche collaborateur de l'UFR-CRAC, où dès son ouverture, il a vu que les problématiques qu'abordaient ces programmes de formation lui parlent justement comme elle nous parle à chacun de nous Africains. Il a été au cœur donc, de l'élaboration et de l'exécution, de l'implémentation de beaucoup de politiques culturelles au Sénégal et dans la sous-région. Et il constitue également un monument dans ce domaine-là. Voilà, Kagame et la suppression des filières en sciences sociales pour garder les sciences dures. Est-ce une bonne chose? Naturellement, je suis convaincu qu'aucune décision n'est prise au hasard et que les choses se décident en prenant en compte les contextes des différents États et qu'il serait un peu difficile de juger cela à partir du Sénégal. Je pourrais juste dire que les sciences sociales, même si beaucoup pensent que nous allons accélérer notre marche vers le sommet en s'orientant vers les sciences dures, non, je dis non. Les sciences sociales sont la base de tout. Les sciences sociales sont la base de tout. C'est là que les idées sont produites. C'est là que les sociétés sont analysées et c'est là que les orientations pour les marches à suivre sont également produites. Alors on ne pourrait même pas les mettre dans une dynamique de comparaison avec les sciences dures pour dire qu'est-ce qui est ceci, qu'est-ce qui est cela. Il faut juste savoir que toutes sont nécessaires et utiles à l'homme. Il s'agit maintenant de savoir comment articuler la coexistence de ces deux-là dans les politiques de développement que nous élaborons. Et sous cette perception, je pense, parlant de façon générale, que c'est une grosse erreur de vouloir supprimer les sciences sociales. Maintenant, comme je le dis, le Rwanda a son programme de développement qui tient compte, je l'espère, des spécificités et des orientations du pays en termes de développement et qui ont encouragé son leader, son président, de concert avec son peuple à aller dans le sens de cette politique-là. Nous verrons bien si ça va passer. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur le Rwanda, c'est que depuis l'arrivée de Kagame, les différentes politiques mises en place ont plutôt réussi par rapport aux objectifs que le pays s'est fixés. Une deuxième question, est-ce qu'une pensée purement africaine, faudrait-il une pensée purement africaine pour gouverner l'Afrique, repenser les systèmes éducatifs africains? J'ai dit dans mon exposé justement que nous fonctionnons avec des connaissances intuitives. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous, autour de nos grands savants africains. Quand je parle des grands savants africains, je ne parle pas des universitaires, je parle justement de tous ces grands savants restés entre les murs des maisons, inconnus du monde de la science, qui détiennent un savoir intuitif immense qu'ils peuvent exécuter, mais qu'ils ne pourraient pas théoriser pour faciliter sa transmission à des générations futures et qui très souvent meurent avec ces connaissances intuitives-là. Justement, le travail de l'élite universitaire africaine devrait consister de faire en sorte que cette connaissance intuitive-là puisse être transformée en un savoir rationnel qu'on explique de façon rationnelle et justement également qui pourrait être introduit dans les programmes éducatifs et appris aux autres. Donc une pensée purement africaine, je me méfie toujours des choses lorsqu'elles relèvent de la pureté.
En général, même quand quelqu'un me dit je suis Sérère, hein, c'est mon groupe ethnique, quand quelqu'un me dit je suis Sérère pur, je recule un peu. Hein, je recule un peu. Voilà, comme disent les Wolofs, ce sruk bahul. Ce sruk bahul. Donc, être dos au mur comme ça, là, jusqu'à ne plus avoir de centimètres de possibilité de mouvement, ce n'est pas bon parce que justement, s'il faut bouger, vous n'avez plus d'espace pour bouger. Donc, le pur là, je dilue ça toujours légèrement pour avoir une marge de manœuvre. La pensée africaine, elle doit être connue pour bâtir justement l'identité africaine et le progrès africain, mais pas dans un esprit de cloisonnement, justement parce que la pensée européenne, la pensée occidentale a également quelque chose de positif à apporter pour compléter, puisqu'il n'y a aucune pensée qui est complète, c'est juste des expressions d'une vision du monde, de l'univers qui nous entoure et des interdépendances entre les différents éléments de ce système-là. Mohamed, dont je n'ai pas écrit totalement la question, je me suis juste arrêté à l'Afrique peut-elle. Parce que c'est la séquence qui m'intéresse dans la section. Oui, bien évidemment que l'Afrique peut. Chaque fois qu'on pose une question, peut-elle? Oui, l'Afrique peut toujours, je l'ai dit. La possibilité est toujours là. La question, c'est est-ce qu'il y a les ressources? Est-ce qu'il y a le courage pour passer à la performance, pour mettre en application nos différentes idées? Donc il n'y a pas de choses que l'Afrique ne peut pas. C'est une question de volonté, c'est une question de courage et c'est une question également de vision. Mais souvent, lorsque nous assujettissons la réalisation des choses à des possibilités économiques ou des possibilités culturelles ou politiques, justement, c'est là que nous-mêmes nous érigeons des barrages entre nous et les différentes possibilités qui s'offrent à notre existence. Mais nous pouvons toujours. Oui, Famara, mon roi, je l'accepte pour l'occasion. S'identifier, oui, les étudiants étrangers. Je me suis posé cette même question, comme je l'ai dit dans mon discours, dans mon allocution, mais je n'ai pas poussé plus loin parce que j'ai tout de suite compris, après 30 secondes de réflexion, qu'il s'agit de s'identifier par rapport à l'autre et par opposition à l'autre avec lui ou contre lui. Et c'est ça l'expression de l'identité telle que posée par Louis-Jacques Doré. Et que moi-même qui suis Sérère devant un Wolof, je m'empresserai de lui dire je suis Sérère parce que lui aussi s'empressera de me dire qui es-tu. Et à cette question qui es-tu, il faut justement que je me positionne, que je me révèle à lui par rapport à lui et par opposition à lui. Et je lui dis je suis Sérère parce qu'il n'est pas Sérère, il est Wolof. Mais si justement cet interlocuteur venait à changer et que c'est un autre Sérère, comme mon grand Souleymane que j'ai devant moi, me dit qui es-tu, je ne vais pas me contenter de lui dire je suis Sérère. Il faut également que je poursuive cette approche différentielle-là en lui disant je suis Sérère Nyominka, parce que lui, il n'est pas Sérère Nyominka. Et devant Sérère Nyominka, toujours dans l'objectif de me différencier à lui, je lui dirai que je suis de Nyodior ou de Dionnoir, etc., etc. Vous voyez. Donc lorsqu'on nous demande de nous situer par rapport aux autres, on ne peut qu'aborder la chose sous un aspect différentiel, dire ce qu'on n'est pas. Et ainsi, on se définit par rapport à l'autre. Et donc cette communauté-là, par rapport aux autres qui sont liés à cette terre par la naissance, justement se définit en tant qu'étranger. Maintenant, si nous poursuivons la valeur sémantique du mot étranger, justement, on peut avoir des problèmes à se reconnaître dans cette étrangeté ou cette étrangèreté, justement, que nous voudrions mettre de côté pour construire la fraternité qu'il y a justement entre nous. Voilà, Maodo Malik, plusieurs langues n'est pas un frein au développement. La marche timide des pays francophones, qu'est-ce qui justifie pourquoi ils n'arrivent pas à mettre les savoirs locaux endogènes au service du développement, etc. Il faut convoquer le passé. Le passé féconde le présent et le présent détermine l'avenir.
Donc tous les éléments de la vie passée ont nécessairement un impact sur la vie présente de l'individu. Or, ces pays francophones-là, on se rappelle, dans un passé récent de la colonisation, ont vécu l'administration directe, c'est-à-dire qu'on les a convaincus, formatés, intégrés dans leur pensée même qu'ils ne pouvaient pas se gouverner eux-mêmes et qu'il fallait faire confiance à d'autres personnes pour les gouverner. Ce qui s'est accompagné alors d'une politique d'assimilation où justement dans ce formatage-là intellectuel, on insère l'ingrédient que vous n'avez de la valeur que si vous ressemblez au Français qui est à la métropole, qui est à l'Hexagone. Et tous vos modèles de pensée, tout absolument concernant votre vie et votre vision du monde, pour avoir de la valeur, doit être une copie conforme du mode de pensée de celui qui est au niveau de l'Hexagone. Mais nous avons également une scolarisation de base en français. Je l'ai dit tantôt dans mon propos. Vous prenez un enfant, vous l'amenez à l'école. Dès la classe du primaire, quelles sont les premières choses que vous lui mettez dans la tête? Celui qui n'a pas été à l'école est un analphabète. Un analphabète ne peut pas valablement vous guider. L'enfant revient à la maison avec ses parents qui sont analphabètes. Il commence à se rebeller dès 7 ans, à se dire que mes parents sont analphabètes, ils ne savent pas lire et écrire en français. Insistons sur le point, en français, donc, etc., etc. Vous voyez, tout cela est important. Il y a des éléments qui ont animé le débat sur les médias au Sénégal avec les propos du journaliste Cheikh Yérim Seck qui disait qu'adopter les langues nationales comme médias d'enseignement au Sénégal, c'est accepter volontairement d'enregistrer une génération de retard. Et il a été décrié, insulté de partout. Pourtant, ce qu'il dit fait du sens. Mais les gens ont fait dans la passion et n'ont plus vraiment écouté la quintessence de ces propos-là. Nous sommes Wolof, nous sommes Sérères, nous sommes tout ce que nous sommes, mais nous sommes ici parce que nous parlons français et que nous sommes formatés. Nous avons même été socialisés quelque part en français parce que l'esprit français a plané dans nos maisons avec nos parents qui ont été instruits. Et donc, si aujourd'hui on devait changer de langue d'instruction, les premiers deviennent les derniers. Et en contredisant Cheikh Yérim Seck, un grand Massamba Gueye, pourtant confirme ce que Cheikh Yérim disait. Grand Massamba dit quoi? Il dit que nous, l'élite qui sommes devant, professeurs d'université et autres, nous sommes habitués à occuper le devant de la scène, et si nous devions refaire l'éducation en langue nationale, nous qui sommes premiers passerions tout de suite derniers, et nous avons cette phobie-là d'être les derniers de la classe. Qu'est-ce qui nous fait passer alors des premiers aux derniers, si ce n'est le recul générationnel dont Cheikh Yérim a parlé? Mais également, combien de temps prendrait-il pour que des gens soient formés à partir de l'éducation de base en langue nationale? Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes pratiquement tous analphabètes en langue nationale. Si par analphabète, on entend le fait de ne pas savoir lire, écrire, calculer dans une langue locale. Vous voyez, c'était aussi simple que cela, mais transposé à une autre dimension, justement, on lui fait dire des choses que peut-être... Et le problème, souvent dans nos sociétés, c'est que dès que quelqu'un dit quelque chose, on le gifle. On ne lui donne même pas la possibilité d'expliquer le fond de sa pensée. Et voilà qu'il n'a pas eu la possibilité d'expliquer le fond de sa pensée, parce qu'on lui a dit ce que tu dis, c'est du n'importe quoi. Et pourtant, c'est la vérité. Alors, Maodo, toutes ces choses-là, justement, sont les éléments de la vie, l'assimilation, l'administration, la scolarisation, qui façonnent l'individu et ses modes de pensée. Et quand vous êtes façonné dans une moule qui finalement vous dit que vous êtes inférieur et que vous acceptez que vous êtes inférieur, vous cherchez vos modèles vers ce que vous croyez supérieur. Et c'est tout le sens que j'ai donné aux constructions de Frantz Fanon, aux constructions de Homi Bhabha et d'autres autour du centre et de la périphérie. Comment est-ce qu'on se conçoit? Aujourd'hui, lorsqu'on présente la carte du globe terrestre, on est face à l'Afrique. Il faut aller en Chine pour voir que le globe terrestre, ce n'est pas l'Afrique qui est au centre, c'est plutôt la Chine qui est au centre. Donc tout dépend de comment on se positionne dans cette spirale de l'existence-là.
Est-ce qu'on se voit comme quelqu'un à la périphérie qui doit recopier les modèles du centre? Que signifie le centre pour toi? Tout dépend donc de cela. Et justement, dans les pays francophones, on se situe, on accepte notre place de rester à la périphérie et on voit l'autre au centre de notre univers. Il produit et nous consommons. Et c'est ce qui fait tous ces problèmes-là. Merci à vous pour la contribution. Abdoulaye Diop, revenir sur la distanciation et le cloisonnement. Oui, ça c'est ce que tous les systèmes sanitaires ont préconisé pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Une maladie qu'on ne comprend pas, pour laquelle on n'a pas de remède. On se dit, bon, on s'abstient de se serrer la main, on se met à 1 mètre ou 2 mètres d'écart entre les individus. D'ailleurs, à un moment donné, il faut fermer l'école et demander à tous de rester à la maison, etc., etc. Quand j'ai parlé de distanciation et de cloisonnement, c'était dans ce sens-là. Et alors, en le faisant, c'était une atteinte directe même à la pensée africaine. Cette pensée qui prône la vie en communauté, qui prône le raffermissement des relations par la proximité, la contiguïté géographique. Cet enseignement en présentiel. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui, lorsqu'ils font un cours à distance, ils n'arrivent même pas à être sérieux avec eux-mêmes. Ne parlons plus avec le cours. Ils vont se connecter et laisser le téléphone là, aller faire tout ce qu'ils veulent. Justement, c'est parce qu'il y a une culture du présentiel qui fait qu'on a envie, c'est nécessaire pour nous, dans le système d'enseignement, d'avoir un enseignant devant vous, physique, que vous voyez, de pouvoir lui parler. Et c'était là tout le problème de l'UVS au départ. Un enseignement à distance où vous cherchez des ordinateurs aux étudiants sans prendre en compte la fracture numérique. Des étudiants qui se retrouvent autour de ces ordinateurs à passer tout leur temps sur YouTube au lieu de prendre leur cours et d'étudier. Donc finalement, c'est après 10 ans qu'on va se rendre compte que le système n'a pas fonctionné. Et justement, aujourd'hui, l'université virtuelle du Sénégal, même si on ne l'entend pas souvent à la télé, est l'université qui est confrontée aux plus grandes difficultés du Sénégal. L'université virtuelle, par exemple, sur le plan financier, n'a pas payé ses enseignants depuis plus d'1 an. Depuis plus d'1 an, vous voyez. Donc voilà un ensemble de choses qui participent à tout cela. Quelle remarque sur les sociétés africaines multilingues avec une éducation bilingue? L'éducation bilingue en Afrique, surtout en Afrique francophone, parce qu'en Afrique anglophone, l'éducation bilingue était là depuis les indépendances. On s'est tout de suite lancé dans une éducation de base en langue nationale avec une intégration progressive de la langue étrangère qui maintenant à un niveau prend complètement la place des langues nationales. Ici au Sénégal, depuis quand on a commencé? On a été sur l'expérimentation depuis avant ma naissance. Le Sénégal était dans l'expérimentation. Et chaque expérience, qu'elle ait duré 6 ans ou 7 ans ou le temps d'un cycle d'études, a montré justement que la formation en langue nationale produisait des résultats 10 fois meilleurs que la formation en langue française. Mais d'expérimentation en expérimentation, excusez-moi, jusqu'à la dernière qui a été menée par ARED au niveau des classes pilotes et qui heureusement a abouti aujourd'hui à la mise en place de cet enseignement bilingue-là qui associe le français aux langues locales majoritaires en termes numériques dans le milieu, mais ça se situe encore, comme je le dis, au niveau de base, parce que ça ne couvre même pas tout le cycle élémentaire, mais se limite uniquement aux classes de CI, CP et doit s'arrêter en classe de C1, vous voyez, où pourtant l'esprit de l'apprenant doit s'ouvrir, foisonner, parce que vous voyez aujourd'hui, avec les enfants qui commencent leur scolarisation dans le jardin, ils arrivent en classe de CPC1 à l'âge de 7 ans, 8 ans. Or, si vous vous rappelez bien, dans l'école sénégalaise et dans l'école africaine de façon générale, les enfants ont toujours été envoyés à l'école à l'âge de 7 ans. Pourquoi nous ne sommes jamais posé cette question du pourquoi attendre 7 ans pour envoyer l'enfant à l'école? Pourtant, si l'on aborde la chose d'un angle psycholinguistique, on verra alors que tout cela est lié au développement de l'esprit de l'enfant qui justement, à ce niveau-là de son évolution, lui permet
d'engranger les connaissances. Comment promouvoir une culture si on est économiquement faible? Justement, une grosse erreur est de considérer que c'est le développement économique qui impulse le développement culturel. Non, rappelez-vous que dans la culture ici, nous avons mis tout ce qui est mode de pensée et mode de production. Et on ne peut pas parler d'économie si en amont il n'y a pas de mode de pensée et de mode de production. Donc au contraire, c'est un ancrage culturel fort qui permet d'aboutir à une construction économique forte et qui va placer alors ce peuple-là au centre dans cette spirale-là. Babacar Fall, favoriser l'émergence, etc., sur l'internationalisation du message africain susceptible de mobiliser les Africains. Oui, en fait, le message importe peu. Un sage chinois dit que ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites. Choisissez le langage qu'il vous plaira. Vous ne pourrez jamais l'empêcher de révéler votre vraie nature. Et donc, depuis quand on a commencé à construire de beaux discours, c'est ce que nous faisons encore depuis ce matin. Combien d'allocutions est-ce que nous avons tenues? C'est d'excellents discours lorsque vous regardez le fond. Mais justement, si ces discours ne sont pas suivis de faits, c'est-à-dire ce qui est important ici, c'est ce que nous faisons en vérité et pas le discours que nous pouvons tenir. Lorsque ce que nous faisons est magnifique, les gens vont adhérer. Lorsqu'on limite tout dans le discours, alors nous allons émerveiller les gens pendant un moment, mais après, dès qu'ils vont reprendre leurs esprits, tout va s'arrêter là. Aujourd'hui, ce qui est posé aujourd'hui comme acte, ce que j'en retiens, c'est l'appel à l'unité. C'est l'appel à une réflexion commune à ce qui devrait nous faire aller de l'avant. Ensemble, on n'a pas ciblé certains et omis d'autres. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on l'a amené à l'amphi. Si c'était un truc pour les étudiants étrangers, on a vu leur nombre tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de venir à l'amphi. Si c'était pour lui faire crack, on n'aurait pas besoin de le faire, on aurait eu d'autres canons pour le faire. Mais l'amphi est hautement symbolique pour tenir ce discours-là devant la communauté universitaire. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas des discours, c'est des attitudes. Et ces attitudes, je nous invite tous à les adopter dans notre vie de tous les jours, dans les relations qui nous unissent les uns aux autres, et de travailler ensemble à donner forme à tous ces discours-là. Je remercie une fois de plus, en mon nom propre, en tant que conférencier, au nom du directeur de l'UFR CRAC, absent, et de toute la communauté de l'UFR que j'ai représentée dans mon allocution d'ouverture, à remercier justement ces camarades, ces étudiants-là, qui ont provoqué ce cadre d'échange et qui nous ont permis aujourd'hui de rentrer un peu dans la tête de chacun et d'y puiser les ingrédients dont nous avons besoin pour la construction de cette Afrique dont nous avons besoin. Voilà, merci. Merci beaucoup. Des applaudissements pour le conférencier. Merci beaucoup, Dr Sarr. Merci à vous aussi d'être resté. Nous sommes très contents de votre participation. J'espère que tout le monde a appris quelque chose. Avant de conclure, j'informe le public qu'un cocktail a été offert à tout le monde. Vous allez suivre les dames de l'organisation par cette porte. Elles vont vous indiquer là où le cocktail se tiendra. S'il vous plaît, l'organisation, vers cette porte. Elles vont vous diriger vers l'étage. Donc, nous voilà au terme de la journée, de notre journée. Je reste convaincu, comme Felwine Sarr, que l'Afrique n'a personne à rattraper. C'est un réel plaisir de vous avoir servi comme modérateur. Je redonne la parole au maître de conférence, au maître de cérémonie pour pouvoir clôturer.